Merci pour votre attention. Donc la conférence sur l'eau va pouvoir débuter. Donc on est très heureux d'accueillir ce soir Olivier Neveu, qui vient de Basse-Aquitaine, le pays de l'eau. Olivier a un parcours très riche, très varié dans le domaine du soin. Et il a pu mesurer à plusieurs reprises à quel point l'élément eau est important dans l'accompagnement de la vie, puisqu'il la soutient, il la nourrit. Et ce soir, tout nouvellement, nous pouvons doublement le remercier pour ça, il a vraiment à cœur de partager donc, au sein de conférences la richesse de ses découvertes. Et voilà, on est très heureux de l'accueillir ce soir. Moi, j'aimerais bien entendre des applaudissements. Merci beaucoup. Je serais tenté de dire bonjour. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que si on était en Haïti, bonjour en haïtien, ça veut dire de quelle eau êtes-vous aujourd'hui? C'est assez joli. Nous ici on dit comment ça va, et vous savez ce que ça veut dire, hein, c'est comment vas-tu à la selle. Ça parle aussi de santé, mais là en l'occurrence en haïtien c'est de quelle eau êtes-vous aujourd'hui? C'est vraiment, voilà, je trouve une belle chose. Donc Olivier Neveu, oui, moi je suis donc entré dans le monde du soin il y a 40 ans. Je suis kinésie de formation, ensuite je me suis formé à des thérapies manuelles, énergétiques. Je vais vous dire juste un petit mot sur ce qui a animé ma quête en termes de soignant, parce que ça dit de ma rencontre avec l'eau, en fait. Hein. Donc, ben voilà, je suis kinésie, ensuite donc formé aux thérapies manuelles, c'est-à-dire que pour un problème donné, admettons un souci vertébral, ben, j'ai eu ma vision de kinésithérapeute, ensuite j'ai eu ma vision d'ostéopathe, ensuite on s'est intéressé aux tissus et de la façon dont ils s'organisaient pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire sur les tissus qui libéreraient la vertèbre. Ça, c'était encore une autre vision de cette même réalité. Puis après, grâce à tous les enseignants que j'ai croisés, hein, on s'est intéressé à la perturbation énergétique qu'il y avait sur le tissu, et on s'est aperçu que si on avait une action sur le déséquilibre énergétique, on avait une action sur les tissus, et on avait une action sur la vertèbre. Tout ça pour dire que, pour une même réalité, on a différents niveaux de réalité. Ma vision de kiné, d'ostéo, ensuite la vision énergétique, c'était déjà hyper enrichissant. Mais j'avais toujours une petite voix qui me disait « Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas encore autre chose ?» Et en fait, voilà, je suis rentré comme ça dans ma démarche thérapeutique depuis donc, voilà, bientôt 40 ans, au moins 30 et 35. Donc j'avais cette quête qui m'animait. Et j'avais la chance d'être kiné, donc je voyais le corps humain sur la table, je voyais les dos. Et au bout de quelques années, j'étais dans cette posture-là, au bout de quelques années, j'ai été faire mes études en mémoire cellulaire, c'était à Bordeaux. Et là, on a commencé à me donner des réponses supplémentaires. C'est-à-dire, je me suis intéressé donc à cette technique, la mémoire cellulaire, mais aussi à la physique quantique. Et je me suis intéressé à la tradition aussi. Et là, j'ai entendu une réponse qui était la suivante, c'est que la qualité de tout système tient à la qualité que le système a avec l'information originelle qui l'a créé. Je le dis un peu au ralenti ce truc-là parce qu'il faut l'intégrer un peu, mais pour moi c'est fondamental. C'est fondamental, je vais le redire, mais voilà, l'intégrité d'un système visible et invisible, corps et énergie, on peut dire, la qualité de ce système-là tient à la qualité de relation que le système il a, ce système-là, avec l'information première qui l'a créé. On pourrait dire avec le verbe. Dans les textes, c'est dit comme ça, chaque chose n'a de raison d'être que par la qualité de lien qu'il a avec son verbe créateur. Et donc là, j'avais la réponse supplémentaire que j'attendais, tiens, il y a donc une quête informationnelle à avoir. Et à ce moment-là, je croise Jacqueline Bousquet, notamment parmi les scientifiques que j'ai croisés, qui me dit, l'élément vecteur de cela, c'est l'eau. Et donc c'est à ce moment-là que la rencontre avec l'eau s'est faite, où Jacqueline Bousquet m'a dit, eh bien, c'est l'eau qui porte l'information, et pour porter l'information, il faut qu'elle soit libre, et je me souviens de son expression, finement agencée moléculairement et porteuse d'électrons. Et j'avais gardé ça dans un petit coin de ma tête, et j'ai avancé comme ça, je vais arrêter le récit ici, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu la chance de suivre des formations, des enseignements, à nouveau sur l'eau,
avec des gens que vous connaissez sûrement, ou peut-être en tout cas, Marc Henry, c'est celui qui est certainement le plus réputé, mais Stéphane Drouet, et puis après les ouvrages de Gérald Pollack, Martin Chaplin et autres. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire et de ma rencontre avec l'eau. Et d'ailleurs, tiens, la quatrième de, je pense à ça, la quatrième de couverture de la quatrième forme de l'eau de Gérald Pollack commence par « L'eau cache une révolution ». Je trouve ça assez joli. Je ne sais pas si ça va causer une révolution, mais au minimum, elle cache une révélation. Moi, je dirais, c'est-à-dire qu'elle fasse de nous des révélationnaires, peut-être des révolutionnaires aussi, mais en tout cas des révélationnaires. Et l'eau est vraiment source de révélation. Donc en tout cas, cette eau, elle transcende la réalité. L'eau, elle est présente à tous les niveaux de réalité. Elle traverse ces niveaux de réalité, elle traverse les échelles, elle traverse les spécialités, elle traverse les dimensions. Elle est omniprésente. C'est l'alpha et l'oméga de la vie. Et pour autant, ça reste un mystère. Il y a encore bien des mystères attachés à l'eau. Et un des mystères, c'est le comportement de chacune des molécules d'eau entre elles. On appelle ça le comportement social, tellement on sent qu'il y a une intelligence d'organisation. Donc ça, c'est vraiment phénoménal. Donc elle est transdisciplinaire, cette eau, de par la vie qui l'anime, sa qualité de mouvement, de par sa plasticité, son caractère adaptogène, et je vais revenir sur tout ça. On voit qu'elle est là, l'interface, la médiatrice, entre tous les milieux dans lesquels elle nous fait baigner, entre tous les milieux qu'elle côtoie. Donc ça en fait le berceau de la vie, quelque part. C'est vraiment le berceau de la vie. Et d'ailleurs, en cela, on voit bien que les civilisations, depuis la nuit des temps, la fêtent au regard de cette place primordiale qu'elle a. En tout cas, c'est l'abri fondamental de notre corps. Dans notre corps, on ne peut pas parler de structure, de fonction, sans parler de l'eau. Et on ne peut pas parler d'énergie, d'information et même de conscience, sans parler de l'eau. C'est vraiment cette place vitale. Dès qu'on envisage le vivant, dès qu'on organise un organe, pour qu'il soit vivant, pour qu'il se maintienne vivant, il doit être bien hydraté, il doit être traversé par l'eau. Un organe, c'est complexe, et plus c'est complexe, plus il doit être traversé par l'eau. Il y a cette citation d'Albert Gyorky qui dit « La vie, c'est l'eau dansant avec la matière ». Et Jacques Antonin aussi qui dit « L'eau apparaît là où la vie le demande ». Et c'est vrai que l'eau, il faut l'imaginer un peu nichée dans un invisible, à la disposition de la manifestation de la vie dans le visible. C'est vraiment cette place particulière qui fait d'elle aussi un mystère, en fait. En tout cas, l'eau, c'est bien plus que l'eau. Je vais vous amener à cette vision-là. On a cette vision d'H2O, ok, mais c'est bien plus que ça. Elle est à la fois banale et précieuse, et elle est à la fois, je dirais, intime, et pourtant mystérieuse, et elle en place par bien des états, que ce soit les états que nous connaissons, liquide, solide, gazeux, on va revenir dessus, mais... Et un quatrième état aujourd'hui, qui la ramène un peu au premier plan, qui est la quatrième forme de l'eau. C'est une forme qu'on dit interfaciale, quantique, je vais revenir dessus après, médiatrice, et qui donne surtout une structure à l'eau qui est de l'ordre du gel, là où on a plutôt l'habitude, encore une fois, de la considérer soit liquide, soit solide. En tout cas, cette eau se fait le trait d'union aussi entre tous les champs qui sous-tendent notre réalité et le vivant, qu'on parle de champs électriques, magnétiques, électromagnétiques, et les récepteurs qu'on a dans le corps. C'est l'eau qui est vraiment le trait d'union entre ce qu'on doit recevoir, on va dire, d'invisible, d'énergétique, encore une fois, et les récepteurs ici, qui sont des résonateurs, des décodeurs, tels la membrane cellulaire, les macromolécules, l'ADN par exemple, les colloïdes. Donc de par son mouvement, de par sa vie, de par sa plasticité, l'eau a ce génie de pouvoir à chaque instant s'agencer en forme spatiale, en petit véhicule, pour remplir tous ses rôles dans l'organisme. Et ça, c'est juste phénoménal, cette intelligence qu'a l'eau. Et elle confirme les propos de Linus Pauling, le prix Nobel, qui disait que la taille, la forme et même l'espace au sein d'une molécule et autour d'une molécule sont bien plus importants que le composé chimique. Et l'eau incarne ça à merveille. Elle passe son temps à
tenir la main aux copines, à les lâcher et à créer des formes spatiales dont on va voir l'importance. Et on ne peut pas, je vais faire allusion aussi quand même à la place primordiale qu'elle a aussi au sein de notre corps, et notamment dans la cellule, confirmant aussi là les propos de Bruce Lipton, qui dit que le cerveau de la cellule, c'est certainement pas le noyau, ça serait bien plutôt la membrane, et là encore, l'eau, par sa présence, a toute sa place au niveau de cette intelligence biologique. Et je dirais, on ne peut pas parler de l'eau sans parler de la conscience, et on ne peut pas parler de la conscience sans parler de l'eau aujourd'hui. Donc l'eau, c'est la vie, et je vais en parler 2 secondes dans le domaine des traditions, c'est-à-dire que depuis toujours, intimement, intuitivement, l'être humain, il sent, il sait que la vie vient de l'eau, et que l'eau a vraiment une place primordiale au cœur du vivant. Et force de constater que dans les textes, et même dans les traditions, dans les rites, dans les cérémonies, avant, beaucoup moins maintenant, mais peut-être que ça va revenir, mais l'eau, elle était fêtée, elle était vénérée, elle était sacralisée, et pour cause, ils avaient vraiment cette conscience de cette place primordiale de l'eau. Donc, voilà, encore une fois, pour l'homme relié, je dirais, c'était une évidence de placer l'eau au cœur de la culture, au cœur même du patrimoine, on pourrait presque dire, au cœur des pratiques culturelles et au cœur des traditions. Alors cette eau, elle était considérée, vous le savez, avec toutes ses vertus. À l'époque, on disait purificatrice, régénératrice, miraculeuse. Elle était rattachée notamment à tous les rites de Renaissance aussi. Elle avait son rôle initiatique. Hein. Parmi les premières choses qui ont donné lieu à des cérémonies, c'était les sources et les fontaines qu'on considérait comme miraculeuses. Hein. Il y avait vraiment tout un tas de cérémonies organisées autour d'elles, et même des pèlerinages après. Et d'ailleurs, bien des temples et bien des lieux de culte ont été construits sur des points d'eau bien précis. Moi, je suis originaire d'une région qui n'est pas si loin d'ici, qui est le Perche, mais j'ai des cellules qui sont très empreintes de la cathédrale de Chartres. Mon père a été responsable des cérémonies dans la cathédrale de Chartres, donc je pense que génétiquement j'en ai un petit bout. Et donc en visitant la cathédrale de Chartres, quand vous visitez la crypte, vous avez ce puits de l'époque celtique, hein, qui est là, qui est quasiment le fondement de cette cathédrale. Bon, en tout cas, voilà, ces lieux ces sources, ces fontaines donnaient lieu à des cérémonies. Ensuite, bien des cultures, disons, utilisaient l'eau en termes de régénération, de renaissance et de passage pour les âmes vivantes et mortes. Mais en tout cas, voilà, je me souviens d'une tradition à Tahiti où il y a ces cérémonies pour aider les âmes qui sont parties, pour faciliter le passage de ces âmes, on va dire. Voilà. Ensuite, l'eau a été utilisée pour ce qu'on appelle les esprits de l'eau, c'est-à-dire, par exemple, au Cameroun, chez les Sawas, qui veut dire peuple de l'eau. Là, vous avez le guerrier, je dirais, le plus aguerri, qui saisissait un vase consacré, qui plongeait dans la rivière sacrée, pour en recueillir les eaux les plus profondes, porteuses des esprits, qu'on appelle les Chengdu, et qu'il ramenait à la surface et qu'il mettait à disposition des anciens pour qu'ils en interprètent le message porté par l'eau des ancêtres. Donc voilà, tous ces rituels sont vraiment très intéressants et quelque part, on va voir que la boucle est bouclée aujourd'hui avec la 4e forme de l'eau. Ensuite, l'eau, effectivement, elle est présente dans les mythes diluviens. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais je crois que c'est de l'ordre de 300 mythes diluviens qu'il y a dans les textes. C'est juste énorme. Je n'avais aucune idée que c'était à ce point-là. De Gilgamesh à Noé, qui est quand même le déluge qu'on connaît le plus en termes de texte. Mais voilà, il faut le savoir. Ensuite, l'eau, elle a été fêtée, sacralisée, mais pour ses vertus de santé. Dès l'Antiquité, les adeptes d'Asclépios, d'Esculape, la divinité de la médecine, préconisaient l'eau pour ses vertus thérapeutiques, des bains thérapeutiques, et ensuite Hippocrate, Pline l'Ancien, pareil, vantait les mérites de ces soins grâce à l'eau, sous forme de bain, de cure, et ensuite, voilà, on sait que ça s'est décliné avec bien des pratiques aujourd'hui encore, que vous connaissez, que ce sont la balnéo, la thalasso, les bains hyperthermiques,
hein, le fait d'aider le corps à monter en température pour l'aider à vivre par exemple une fièvre artificielle ou pour favoriser un phénomène de détox. Ensuite, il y a aussi les bains dérivatifs, l'alternance du chaud et du froid par exemple, tous les lavements, les gargarismes, le LOTA, le fameux LOTA, hein, se servir de l'eau pour toute la sphère ORL. Enfin voilà, l'eau, on le sait, hein, nous aide dans le domaine du soin. Alors il y a l'eau dans les textes, évidemment. Là, je ne vais pas m'attarder parce que ça, mais bon, le souffle divin planait à la surface des eaux. On a fait de l'eau toute chose vivante, on a tiré de l'eau toute chose vivante, ça c'est dans la tradition soufiste. Et puis après, ben voilà, dans tous les textes racontent le rapport de l'eau avec l'origine des choses, que ce soit dans la tradition hindoue, que ce soit dans la cosmogonie, que ce soit dans l'anthropologie. Voilà. L'eau est au cœur de l'origine. Ensuite, l'eau, elle a eu son rôle aussi purificatrice, hein, dans les rites, avec les ablutions, avec les aspersions, avec les bains. Dans notre tradition plus proche, on va dire, le baptême, qui est un des premiers rites initiatiques, hein, le baptême d'eau, puis le baptême de feu. Mais de toute façon, qui dit initiation dit eau et feu, hein, mais qui est un rite qui est une invitation du va vers soi, en quelque sorte, ou en tout cas de la prise de conscience du chemin qui est à faire. Baptême qui peut même prendre la forme d'une immersion. Je vais m'arrêter 2 secondes sur ce mot parce que moi je l'aime bien. Immersion en juif, en hébreu, pardon. En hébreu, c'est tovel. Tov est la lettre hébraïque lamed. Tov, c'est ce qui est lumière. Et lamed, cette lettre hébraïque, c'est être enseigné par la lumière, être orienté vers la lumière. Et c'est intéressant que cette plongée dans les eaux qui nous est souvent, pour laquelle on est invité, nous amène au fait que c'est dans l'eau qu'on va trouver la lumière. J'aime bien cette notion avec ah oui, tiens, tu voulais que je rapproche le pépère, bon, je vais le faire. Je pose 2 secondes le micro. Oui, alors le paperboard, je vais en avoir un petit peu besoin parce que là, j'aimerais juste prendre quelques minutes pour vous faire part, au regard des textes, de mon expérience de thérapeute, en m'appuyant sur une phrase qui m'a toujours interpellé et qui pour moi a pris corps, c'est le cas de le dire, sur mes tables de soins, c'est « L'homme est un arbre planté à la rupture des eaux ». Ça peut presque paraître énigmatique. Et je vais essayer de vous le modéliser. Alors je vais essayer de faire vite, pas consommer trop de temps, mais c'est vraiment une notion que j'aime bien. Je vais prendre. Donc je vais faire rapidement. Il y en a 7 là, je pense. Pour vous dessiner une figure que vous connaissez peut-être même sûrement. Je le fais rapidement. Là, je vous dessine l'humain, mais dans une version quand même fortement géométrique, qu'on appelle l'arbre des séphirotes dans la tradition hébraïque kabbalistique. Dans l'invitation que j'avais dans mon rapport avec mes patients, s'ils venaient me voir, c'est qu'ils avaient un désir introspectif. Ils avaient cette demande de retourner à l'intérieur d'eux et d'entamer une quête qui bien souvent au départ était une quête de guérison, mais qui devient une quête de révélation. Et dont je vous ai dit tout à l'heure que pour moi l'enjeu c'était de retrouver l'information qui était à l'origine, enfin le manque informationnel qui était à l'origine de leur problématique. Cette physiologie qui s'initialise dans le corps et qui va restaurer le lien avec l'information au fil du temps, je me suis aperçu qu'elle était modélisée par le caducé. Le caducé, c'est ce courant. Alors ici, vous avez la tête, la ligne d'épaule, le tronc, le plancher pelvien et les membres inférieurs. Lâchez assez, enfin, si vous ne connaissez pas cette modélisation, vous lâchez, c'est le principe qu'il faut retenir. À partir du moment où on a le désir d'être dans cette introspection et de se mettre en quête vers cette information, va donc s'initialiser cette physiologie dans le corps, qui est une physiologie alchimique, corporelle, qui démarre de la tête et qui va donc partir comme ça dans le corps
Et cette modélisation, on peut faire ici une petite tête de serpent, parce que le caducée, c'est 2 serpents entrelacés. C'est, entre autres, une des façons de le dire, plonger dans les eaux de ses inconscients. Hein, ici, vous avez la matrice d'eau, c'est plonger dans les eaux de ses inconscients. C'est vraiment s'effondrer, accepter le fait de, je ne vais pas vous faire tout là, je lâche l'esprit, et je laisse faire, et je plonge dans les eaux de mes inconscients pour qu'au plus profond de ma terre remontent les eaux d'en bas, remonte la sève de l'arbre. Par ce processus, en fait, on fait renaître l'arbre de la connaissance, notre arbre de la connaissance, pour attirer les eaux d'en haut. C'est-à-dire que parce que j'ai pris l'initiative de plonger dans les eaux de mes inconscients, encore une fois, une énergie remonte. Je peux le faire de cette même couleur, je vais peut-être le faire d'une autre couleur. Une énergie remonte, un courant ascendant remonte. Voilà. Et là aussi. Petite tête. Ce qu'il faut retenir de cela, on ne va pas faire tout ça. Encore une fois, l'invitation, c'est d'entrer en soi, en quête, plonger dans les eaux de ses inconscients. Suite à cela, naissant de notre terre intérieure, une eau remonte et appelle les eaux d'en haut. Et à ce moment-là, ici, à un endroit qu'on appelle Mingmen, les eaux d'en bas rejoignent les eaux d'en haut. Et c'est à partir de ce moment-là que l'humain a recontacté le champ informationnel. Et ça, pourquoi je le dis? Parce que c'est l'expérience peut-être la plus troublante que j'ai eue dans mon expérience de thérapeute, c'est de voir sur les corps cette chose-là se produire. Et c'est vraiment troublant, touchant, j'en étais tout le temps émerveillé. Enfin, Sandre, tu m'as accompagné pendant bien des années pour ça, et je te le montrais, et je le montrais même. On voit sur le corps ce phénomène de sève qui réinvestit l'arbre, mais sur le corps. Cet endroit-là du corps, c'est la première lombaire, on l'appelle Mingmen, c'est donc le point mandat du ciel en médecine chinoise, c'est quand les eaux d'en bas rencontrent les eaux d'en haut. À ce moment-là, se crée une greffe entre l'arbre de la connaissance, qui est l'arbre que je refais naître en moi, qui vient se greffer, comme en herboristerie, avec l'arbre de vie qui, lui, s'enracine en ciel. Hein, ici, on vit une greffe qui se dit barour en hébreu, qui est aussi le même mot qui veut dire bénédiction. C'est-à-dire là, vraiment, on est béni, on obtient la baraka. C'est la même étymologie. Mais surtout, aujourd'hui, avec ce que je sais sur l'eau, je peux mesurer toute la puissance de réinformation de l'eau. Et ça se voit dans la chair. C'est-à-dire que... J'essaie de faire court, mais c'est difficile de faire court. Mais j'essaie de... L'invitation, encore une fois, c'était de faire naître cette physiologie alchimique dans le corps. Quand on fait naître une physiologie alchimique dans le corps, la première chose qui se produit, c'est ce qu'on appelle l'œuvre noire. Je m'arrête là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les patients, le rendez-vous d'après, ils me disaient, je leur disais, comment allez-vous? Ils me disent, ça a plutôt été moins bien. Moi, intérieurement, je me disais, chouette, c'est bon, ça a démarré. Mais surtout, ce qui validait que c'était bien parti et que la greffe avait eu lieu, que l'eau avait bien réinvesti le corps, c'est que je regardais, j'avais une main sur le bas du dos, sur les dorsales, une main sur le bassin, et je faisais comme ça un écartement entre mes deux mains. Et je voyais carrément la peau renaître, la chair renaître. Il faut savoir que le mot chair, c'est le même mot qu'information. On pourrait dire que chair, information et eau, c'est la même chose. Et bien, structurellement, on voit la puissance de réinformation de l'eau. On voit la puissance avec laquelle l'eau peut réinvestir le corps. Voilà, je voulais juste vous faire part de ce témoignage parce que pour moi, il est très touchant et surtout, il est factuel, c'est-à-dire que ça m'a émerveillé tout le temps de voir ça et du coup, j'en faisais profiter. Voilà. Donc voilà où se situe l'homme, arbre, à la rupture des eaux, c'est-à-dire à la rencontre des eaux d'en bas avec les eaux d'en haut, en Mingmen, le point mandat du ciel. Là, on reçoit notre mandat du ciel, on reçoit l'information.
Maintenant, on va être plus concret et on va en venir à l'eau que nous buvons au quotidien après ce périple à la fois traditionnel et thérapeutique. L'eau propre à la consommation, l'eau potable. Le DCH, c'est un organisme qui veut dire l'eau destinée à la consommation humaine, définit l'eau potable d'une façon aujourd'hui particulière. Là, on pourrait s'attendre que sa définition, c'est pour vanter des vertus. En fait, non. La définition, c'est qui ne porte pas atteinte à la santé. Bon, la prochaine fois, c'est ne vous tue pas. Bon, cool. Mais bon, c'est quand même étonnant. Bon, voilà, je n'irai pas plus loin, mais c'est pour le savoir. Voilà comment est définie aujourd'hui l'eau que nous buvons au quotidien, enfin celle du robinet, ne portant pas atteinte à la santé. Ensuite, pour parler de l'eau qu'on boit, on va d'abord parler des mesures qu'on peut faire. Et la première mesure que vous connaissez de cette eau, c'est le pH, le potentiel hydrogène. Cette mesure nous montre la quantité d'ions hydronium, c'est-à-dire H+, la quantité de protons présente dans l'eau. Plus elle est présente, plus l'eau est acide. C'est de la répartition des ions H+ et des ions OH- dans l'eau qu'on peut voir si une eau est soit plus ou moins acide ou plus ou moins basique. L'acidité, c'est de 0 à 7 et l'alcalinité, c'est de 7 à 14. De 0 à 7, ben là, vous avez une prédominance des ions H+, et de 7 à 14, vous avez une prédominance des ions OH- par rapport à H+. Donc voilà comment on mesure le pH de l'eau. Ensuite, une autre mesure, c'est ce qu'on appelle le potentiel d'oxydoréduction, c'est-à-dire, est-ce que ça va dans le sens de l'oxydation, ou au contraire, est-ce que ça réduit l'oxydation? Et à ce moment-là, on calcule, on mesure la présence d'électrons dans l'eau. Parce que c'est vraiment les électrons qui vont avoir un rôle important pour inverser le processus oxydatif. Le processus oxydatif, je dirais, c'est presque un processus normal dans la nature. C'est normal d'oxyder, c'est normal de s'user, c'est normal de s'encrasser. Okay. Surtout qu'aujourd'hui, ça, je vais y revenir après, mais c'est vraiment un phénomène qui s'accentue. C'est-à-dire qu'intérieurement, cellulairement, l'oxydation aujourd'hui s'aggrave, parce qu'en fait, ce qui génère l'oxydation, outre nos métabolismes ici, et ça c'est normal, mais c'est tout ce qui est polluant dans notre environnement. Donc là, pour le potentiel d'oxydoréduction, on va mesurer la présence plus ou moins grande d'électrons. Plus il y a d'électrons, plus c'est réducteur, c'est-à-dire plus ça inverse l'oxydation. Et plus ça revitalise. L'électron signe vraiment quelque chose de vivant. Donc voilà pour la mesure du potentiel d'oxydoréduction. Ensuite, on va aussi pouvoir mesurer sa résistance à l'électricité, par exemple, au passage électrique, sa permittivité au champ électrique, au champ magnétique, au champ électromagnétique. Hein, c'est ce que fait la lumière quand elle traverse l'eau. On sait qu'elle en absorbe une bonne partie. Notamment, l'eau absorbe plus de rouge que de bleu, et c'est pour ça que l'eau est bleue, notamment. Donc, autre mesure, ça va être par exemple la dureté de l'eau. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Hein, mais ça, c'est rarement pour notre santé, c'est plutôt pour la santé de la maison et pour les tuyauteries de la maison. C'est le taux de calcaire de minéraux dans l'eau. Il va se poser aussi la question, ensuite, dans l'eau, de la biodisponibilité des minéraux. Donc les minéraux sont sous forme organique, plutôt dans la nature. Dans les aliments vivants, là, les minéraux sont assimilables. Ensuite, les minéraux, on va les trouver sous forme inorganique dans les eaux que nous buvons au quotidien. Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, l'eau manque de vie et donc les minéraux ne sont pas assimilables. Ils sont donc sous cette forme inorganique, à l'état brut, comme dans les sols en quelque sorte, et ce qui fait souvent dire que quand on boit de l'eau, on boit des cailloux. C'est pas complètement faux. Sauf que ces minéraux qui sont là, qui ne sont pas assimilables sous cette forme inorganique, le deviennent sous forme colloïdale. Ça veut dire quoi? C'est que dès que l'eau devient vivante, dès que l'eau a cette activité moléculaire, dès que l'eau est chargée de charge électrique, ça change tout. Là, les minéraux deviennent assimilables. Donc ça, c'est vraiment bon à savoir, et c'est comme dans la nature. Hein. L'endroit où ça se trouve le plus, c'est en montagne, évidemment. C'est là vraiment qu'on trouve à la fois l'eau la plus vivante et donc une présence forte de minéraux biodisponibles.
Mais voilà la grosse différence entre une eau, la biodisponibilité des minéraux dans une eau morte et la biodisponibilité des minéraux dans une eau vivante. Et là, ça m'amène à ce sujet d'eau colloïdale. Du coup, qu'est-ce qu'une eau colloïdale? C'est vraiment, parce que vous allez m'entendre le répéter plusieurs fois, mais vraiment, la vie de l'eau, le mouvement de l'eau, l'activité de l'eau, c'est fondamental. Associé à des charges électriques, voilà ce qui va qualifier une eau colloïdale. Et de par ces qualités-là, l'eau colloïdale met à disposition, déjà disperse. Mais c'est une dispersion pour mettre à disposition la matière organique, les éléments qui sont fondamentaux pour le vivant. Il faut cette vie de l'eau pour que tout ce qu'on peut apporter au vivant soit rendu disponible. Voilà le rôle d'une eau colloïdale notamment. Mais en fait, dans notre corps, on a des solutions colloïdales. Nous baignons dans des solutions colloïdales. Nos métabolismes baignent dans des solutions colloïdales, que sont le sang, la lymphe, le liquide interstitiel, le sérum intracellulaire. Voilà autant de liquides qui sont censés, parce que je le dis, parce qu'aujourd'hui, vous le savez certainement, alors il y a le contexte en plus qui accentue ça, mais aujourd'hui, quand on fait des prélèvements sanguins, on voit que la viscosité a énormément augmenté. Ça veut dire que la solution, le sang, est de moins en moins colloïdal. C'est-à-dire que le sang perd de cette vie fondamentale. J'ai côtoyé parmi tous les scientifiques et mes enseignants Basara Nicolescu, qui est un chercheur en physique théorique et qui est le fondateur de la disciplinarité. Ça, j'avais un disciplinarité. Voilà, que je vous invite à découvrir. C'est vraiment un homme phénoménal qui a été d'ailleurs, qui faisait partie de la liste des Nobelisables pour la paix l'année dernière. Donc, quand il parle de l'univers, il dit le seul fondement de l'univers, c'est le mouvement. Point. Il faut penser mouvement. Et pour l'eau, c'est fondamental. Et pour les liquides colloïdaux dans le corps, c'est fondamental. Donc l'eau que nous apportons au corps va avoir aussi ce rôle, quand elle est vivante, au minimum d'entretenir, voire de relancer l'activité colloïdale, encore une fois, de tous nos liquides intracorporels. Et là, je peux même vous faire part d'une expérience qui est faite régulièrement, où on va faire une prise de sang à une personne, et là, on va donc constater cette viscosité qui est augmentée. Donc là, le sang manque de fluidité, les globules rouges même se déforment, voire même ils s'empilent les uns sur les autres. Et à cette personne-là, on va lui faire boire une eau vivante, là pour le coup, avec les caractéristiques que je vous ai décrites. On refait une prise de sang que quelques minutes après, et là, la viscosité a diminué tout de suite, pour vous montrer la biodisponibilité de ce type d'eau et son impact sur nos métabolismes. La viscosité a diminué, la fluidité du sang est retrouvée, les globules rouges retrouvent leur forme anatomique et leur liberté. Voilà pour cette expérience qui montre vraiment de l'importance d'amener du vivant au vivant. Alors l'eau H2O, ce n'est pas que H2O. Hein, c'est sur... Alors, je ne vais vraiment pas aller loin dans ce domaine-là, parce que justement, ce qui nous importe ce soir, c'est vraiment de porter plutôt un regard, je dirais presque de physicien que de chimiste sur l'eau, mais je vais le dire quand même, parce que je ne sais pas si vous en avez conscience, mais donc l'eau H2O, voilà. Il faut savoir que ces atomes ont des variants. Alors je sais bien que c'est un peu connoté le mot variant, j'en suis désolé, c'est comme le mot cluster. Mais il y a eu une vie avant le Covid. Hein. Il y a eu avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, puis avant le Covid et après le Covid. Mais donc voilà, ces atomes-là ont des variants, et notamment par exemple pour l'hydrogène, il y a le deutérium et là, il y a le tritium, c'est-à-dire des déclinaisons en fait, un peu de l'atome d'hydrogène, ça touche au nombre de neutrons. Mais tout ça pour dire que l'eau peut prendre ce format-là, mais l'eau peut s'appeler aussi un deutérium, un oxygène, un hydrogène, par exemple. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que rien que sous l'aspect chimique de l'eau, l'eau est déjà multifacette, avec du coup des qualités d'eau complètement différentes. On va avoir l'eau mi-lourde, l'eau irradiée, enfin voilà. Donc ici, à chaque fois, on peut faire ce qu'on veut, on peut mettre le 1D, 1T, 1O, 2D, 2T. Et l'oxygène, c'est pareil. L'oxygène, il y a l'oxygène 16, l'oxygène 17, l'oxygène 18, ça montre pareil, là aussi le nombre de neutrons supplémentaires. Donc l'oxygène a aussi différents visages. Je n'irai pas plus loin parce que pour moi, ça n'a pas plus d'intérêt que ça, mais c'est déjà intéressant de savoir que l'eau, ce n'est pas qu'H2O.
Ensuite, pour parler des différents aspects de l'eau, j'ai commencé à en parler, et ça vous le connaissez, c'est l'eau liquide, l'eau solide, l'eau gazeuse. L'eau liquide, très grande activité moléculaire et une structure hyper souple. Dans l'eau liquide, les molécules d'eau, surtout quand l'eau est vivante, les molécules d'eau passent leur temps à tenir la main aux copines, les lâcher, tenir la main aux copines, les lâcher, tenir la main aux copines, les lâcher. À une vitesse phénoménale. Je crois que c'est de l'ordre de 10-12 secondes. Donc il y a une très grande activité moléculaire et du coup une structure hyper souple dans l'eau liquide. À l'inverse, dans l'eau solide, une faible activité moléculaire et une structure figée. À l'état gazeux, là, ça bouge, nos structures, à des vitesses phénoménales, mais à des densités beaucoup plus faibles. La densité de l'eau pour 1 mètre cube, c'est 1 tonne. La densité de l'eau à l'état gazeux, pour 1 mètre cube, c'est 1 kilo. Donc il y a beaucoup moins d'eau, mais il y en a quand même. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, je ne pensais pas le dire là, mais je peux le dire quand même. Petit enjeu sur le dérèglement climatique de la présence dans l'eau dans l'atmosphère, c'est quelque chose qu'on décrit rarement. Dans l'atmosphère, il y a de l'eau. Et on parle du réchauffement climatique et on pointe du doigt bien souvent, et à juste titre, les émissions carbone, l'effet de serre. Mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'effet de serre qui pourrait être généré par toutes les émissions fréquentielles que nous faisons sur la planète et qui interagissent avec toutes les molécules d'eau qu'on a dans l'atmosphère. Là, il y a un effet micro-ondes majeur. Il y a vraiment des scientifiques qui sont pas, enfin moi je les entends pas beaucoup, mais qui mettent en alerte sur ce côté-là du réchauffement climatique. Parce que du coup, ils stigmatisent sur le CO2, en plus ça a l'air de nous culpabiliser un peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, ça génère une certaine politique, enfin bref. Mais il faut vraiment avoir conscience que la présence de l'eau dans l'atmosphère peut avoir un impact de par, encore une fois, ces émissions fréquentielles, le fait de balancer toutes les fréquences que vous savez sur cette eau à l'état de vapeur. Ensuite, donc, je vous ai dit, il y a cette 4e forme de l'eau, sur laquelle je vais revenir plus en détail un tout petit peu après, donc, qui est une forme d'eau dont la structure est entre le liquide et solide. Alors vous allez appeler ça un gel, on appelle ça cristal liquide, c'est un peu comme la glace fondue, ou alors une autre image aussi qui parle un peu, c'est le blanc d'œuf. Voilà. De toute façon, c'est difficile de se la représenter, mais vous allez voir que cette eau-là, elle est hyper importante, notamment dans l'organisme. C'est comment l'eau s'organise structurellement dès qu'elle rentre en contact avec une structure hydrophile. Et ça, je vais revenir là-dessus. Mais d'ores et déjà, ça nous invite à... Parce que sous ce format-là, en fait, l'eau se fait vraiment l'interface entre le visible et l'invisible. Mais je vais revenir là-dessus un tout petit peu plus tard. Si ce n'est que pour vous dire qu'il est bon aussi d'envisager de porter un regard sur l'eau, mais comme étant un paquet d'ondes. Et non plus... Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'eau, elle est autant nichée dans l'invisible que dans le visible, voire même plus dans l'invisible au service du visible. Et c'est vrai que quand on l'observe, qu'on observe une molécule d'eau, mais là avec de l'énergie qu'on lui envoie, suivant l'énergie qu'on lui envoie, la fréquence qu'on lui envoie, elle va encore changer de forme. Au même titre que là, je vous ai dit, il y a des formes différentes. Mais en fait, on s'est amusé à faire des images de la molécule d'eau à des fréquences différentes, c'est-à-dire qu'on veut la regarder comme un paquet d'ondes, et là, elle va passer de la boule au trèfle, boule en basse fréquence, au trèfle en haute fréquence, en passant par d'autres formes encore. Donc il faut aussi avoir cette vision-là de la plasticité de l'eau, mais dans l'invisible. Ensuite, il y a pour parler des caractéristiques de l'eau, il y a ce qu'on appelle le coefficient d'expansion thermique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, l'eau n'obéit pas aux lois classiques. Habituellement, à partir du zéro, dès qu'on chauffe, tout corps se dilate. Pas l'eau. L'eau de 0 à 4 degrés, quand on la chauffe, elle se contracte. Et à partir de 4 degrés, elle se dilate. Elle fait des siennes. L'eau, voilà, elle a cette particularité. Pourquoi elle a cette particularité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 4 degrés, c'est là que le coefficient de dilatation est nul. Elle se contracte avant, elle se dilate après. Et à 4 degrés, c'est là que l'eau est la plus dense. Et en fait, 4 degrés, c'est la température de préservation de la vie. À cette température-là, l'eau est la plus dense. C'est là qu'on va la retrouver dans la profondeur des océans, des lacs. Elle ne gèlera jamais. Et en fait, c'est l'eau qu'a préservé l'humanité du vivant à l'époque de l'ère glaciaire, par exemple.
où tout était glacé en surface, mais pas la profondeur des eaux. Grâce à ce principe-là. Et le vivant a pu être préservé voilà, pendant des années à cette température-là. Et dès que cette ère a été terminée, le vivant est ressorti de l'eau. D'ailleurs, ça me fait encore parler des règlements climatiques. La faculté que l'eau a de se dilater quand la température augmente. Là, vous comprenez bien qu'on va vers des années où la température va augmenter. Et qu'est-ce qui explique la montée des océans? C'est certes la fonte des glaciers, c'est un sujet, mais c'est avant tout la dilatation de l'eau. Et là aussi, il y a des scientifiques qui alertent dans le désert, malheureusement, et qui disent que l'eau pourrait monter bien plus qu'on le pense. De par cette faculté que l'eau a de se dilater, d'augmenter de volume avec les températures. Ensuite, il va y avoir une autre caractéristique de l'eau qui est encore inexpliquée, c'est ce qu'on appelle la tension de surface. À la superficie des eaux, l'eau a une force particulière de pouvoir s'opposer à la gravitation. Et comment on l'objective? Vous l'avez vu dans la nature. Déjà, c'est si on prend une brindille qui a une densité plus forte que l'eau, qu'on la pose sur l'eau, elle flotte. Et vous avez vu ces animaux qui marchent sur l'eau, par exemple. Eux, ils mettent en évidence cette tension de surface, cette tension superficielle, qu'on va pouvoir aussi observer dans d'autres cas de figure, que sont les cavités, les gouttelettes et les bulles. La cavité, c'est dans les eaux gazeuses. Là, vous avez une tension de surface qui fait qu'il y a un gaz à l'extérieur et de l'eau à l'extérieur. Un gaz à l'intérieur et de l'eau à l'extérieur. La gouttelette, c'est l'inverse, c'est l'eau de pluie, c'est la goutte. C'est-à-dire que la tension de surface s'organise de façon à ce qu'il y ait de l'eau à l'intérieur et un gaz à l'extérieur. Mais le troisième est encore plus magique, je trouve, c'est la bulle. C'est ce jeu d'enfant qu'on fait faire, quand on fait souffler dans le petit rond et qu'il y a une eau savonneuse, où là, vous avez une bulle d'eau avec du gaz à l'intérieur et du gaz à l'extérieur. Et cette expérience-là, elle est magique. Pourquoi? Parce que on a là sous les yeux une échelle qu'on ne pourrait pas objectiver par ailleurs de l'ordre du nanomètre. Le nanomètre, c'est infiniment petit. Et bien en fait, la couche d'eau qui crée cette bulle est de l'ordre du nanomètre. Je trouve ça assez chouette de se dire, tiens, d'un seul coup, on a là sous les yeux de l'infiniment petit. Voilà. Mais en tout cas, autant d'exemples pour expliquer cette caractéristique particulière de l'eau, donc cette tension de surface, mais surtout qu'on objective dans la nature. Quand on voit ces animaux, il y a ce lézard là qui court sur l'eau aussi, c'est impressionnant comme image. Ah oui, puis ici, l'autre cas de figure où on l'objective bien, c'est quand vous observez, vous avez vu ces documentaires animaliers, quand vous observez une fourmi qui vient boire sur une goutte d'eau. Autant nous, on a besoin d'un verre pour boire un coup, la fourmi, elle n'a pas besoin. La tension de surface organise le contenant et elle vient poser sa bouche au contact de cette... Et on voit carrément la goutte d'eau qui se déforme vers sa bouche, elle tire, et elle ne perce pas la goutte. Cette tension de surface se reforme immédiatement. Ça donne de très belles images. Et ensuite, et enfin, il y a la notion de, dans le cas d'une eau vivante, de la surface interne, de la surface de communication. En fait, plus une eau est vivante, plus elle est en mouvement, moins elle va s'agglutiner. Plus elle s'agglutine, moins il y a de surface d'échange. Alors déjà, elle perd son pouvoir hydratant, beaucoup, et surtout, elle va perdre son pouvoir d'échange, de rendre les choses biodisponibles, de détox, de communication. Et ça, c'est vraiment fondamental dans l'eau. Il faut vraiment avoir l'esprit que plus l'eau est vivante, plus elle offre une superficie de communication grande. C'est de l'ordre de 10 000 fois plus que l'eau du robinet. Si vous comparez l'eau des torrents, et alors en plus avec l'eau prélevée dans l'ionosphère par exemple, c'est encore plus important, mais en tout cas, dès que l'eau est vivante, elle va présenter une surface de communication, une surface d'échange, jusqu'à 10 000 fois plus qu'avec l'eau du robinet. Ah oui, il y a des petits cas particuliers avant d'en arriver avec l'eau dans la cellule. Bon, ça, c'est vraiment pour l'anecdote, mais je ne sais pas si vous le savez. Si vous prenez de l'eau pure, alors là, c'est de l'eau pure, c'est de l'eau filtrée, on a tout enlevé dedans, mais c'est de l'eau pure, vous la montez en température, elle va rester liquide jusqu'à 280 degrés. Ça, c'est pas banal. Et il lui suffit juste d'un brin de mouvement pour qu'elle passe à l'état de vapeur. Ça, vous trouvez ça, je suis sûr, sur le net. Ça doit, on trouve tout maintenant, alors ça n'a pas de raison. Mais
Si vous avez un four micro-ondes qui est suffisamment puissant, vous faites monter la température jusqu'à 280 degrés, vous allez voir, l'eau va pas s'évaporer, elle reste à l'état liquide. Puis vous prenez un petit pois, un grain de maïs ou n'importe quelle autre pièce, vous l'achetez dans l'eau et là, pouf, dans l'instant, elle se transforme en vapeur. Et c'est pareil vers le froid. Une eau reste liquide, l'eau pure reste liquide jusqu'à moins 40 degrés. Là, on va se dire, ben non, elle va geler. Non, c'est une expérience. Alors, il faut avoir un congélateur performant, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de congèles qui descendent à moins 40. En tout cas, si c'était le cas, vous pourriez faire l'expérience et vous verriez que l'eau reste liquide. Et là encore, c'est le mouvement qui va complètement faire changer sa nature. Bon, ça aussi, ça a été filmé, hein, où on verse cette eau à moins 40, et dans l'instant, parce qu'on crée le mouvement, elle se transforme en glace. D'ailleurs, ça donne des superbes images. Voilà pour quelques qualités particulières de l'eau. N'en maintenant un peu plus au niveau physiologique, corporel, c'est-à-dire l'eau dans la cellule. Bon, en termes de volume d'eau, de masse d'eau, je suis à peu près sûr que vous savez tous ce chiffre, nous sommes faits en moyenne à 70% d'eau. D'ailleurs, c'est le même chiffre que l'eau présente sur la planète. Les eaux présentes sur la planète, c'est à hauteur de 70%, donc c'est comme pour le corps. Mais pour le corps, là, c'est en masse et en volume. Or, dès qu'on conçoit le corps plutôt d'un point de vue biologique et vivant, quand vous comptez 10 molécules dans le corps, et notamment dans la cellule vivante, vous aurez compté 9 fois au minimum une molécule d'eau, et la 10e, c'est autre chose. Donc, en nombre de molécules, on est fait au minimum à 90% d'eau, ça peut même monter à 99% d'eau. C'est juste énorme. Et ça, c'est quand on compte le nombre de molécules dans le corps. Le reste, admettons, si je prends 99% d'eau, le pourcent restant, ce sont des ions pour 0,5% et de la matière organique pour 0,5%. Poétiquement, on pourrait dire que nous sommes une suspension de matière sur une grosse gousse d'eau, et non pas de la matière qui contient de l'eau. On nous a saupoudré un peu de matière, nous étions de l'eau, on a saupoudré un peu de matière, pouf, ainsi l'humain arrive, plus la 4e forme de l'eau, auquel je vais venir juste après, qui justifie que l'eau donne forme en plus. Mais il faut vraiment avoir cette... C'est impressionnant de se dire que la matière organique, c'est juste 0,5%. Simplement, en termes de masse et de volume, c'est plus gros, donc effectivement, ça prend plus de place en masse et volume, mais sinon, on est fait à 99%. Et donc, je vous ai dit, dans cette cellule, outre cette eau, il y a la présence de minéraux. Et en quoi l'eau a son rôle hyper important par rapport à ça, c'est que ces minéraux, ils sont structurants, ils sont fondamentaux pour notre physiologie. Je vais vous donner les essentiels. C'est le potassium, c'est lui le premier, qui est ce qu'on appelle un cation, c'est-à-dire un ion positif, électrisé positivement, ionisé positivement. Le potassium, c'est un cation de structure. Donc il est franchement hyper important dans l'eau. Ensuite, vous avez le magnésium, qui lui va être plutôt un cation de fonction. Ensuite, vous avez le sodium, qui est le cation d'hydratation. Ça, vous savez qu'avec le sel, on va jouer sur la rétention d'eau ou pas. Vous avez le fer. Le fer, c'est hyper important. Je ne sais même pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le redire là. Le fer a deux visages. Il est soit Fe3+, soit Fe2+. S'il est Fe3+, il est oxydant. S'il est Fe2+, il est réducteur. Et le fer a vraiment une importance énorme dans ce que j'évoquais tout à l'heure sur ce potentiel d'oxydoréduction, la mesure d'oxydoréduction. Et pourquoi, tout à l'heure j'ai dit, il faut des électrons, parce que justement ces électrons, c'est eux qui viennent neutraliser le plus du fer pour le faire passer, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire si on fait Fe3+, plus un électron, ça donne Fe2+. Donc l'apport d'électrons permet de passer d'un état oxydatif à un état réducteur pour le fer. Donc voilà un des cations fondamentaux, et le dernier cation, c'est le calcium, qui est plutôt un cation de communication, un cation messager. Mais en quoi l'eau est importante là-dedans? C'est qu'en fait, c'est l'eau
qui va être le ciseau pour isoler ces cations et les porter, les mettre à disposition. L'eau a cette intelligence-là, tout à l'heure je vous ai dit, hein, ce qui caractérise l'eau notamment, c'est cette faculté plastique de créer une forme spatiale idéale pour porter les choses. Donc là, le rôle de l'eau, c'est en deux fois, c'est-à-dire que si on prend le cas du sel, par exemple, le sel NaCl, ça c'est pas biodisponible en première intention, il faut isoler les cations et l'anion, Na+, Cl-, et ça c'est l'eau qui fait ça. Et là, on mesure toute la puissance solvatrice, je sais pas si ça dit, ou solvante, tiens, le fait de pouvoir... Hein, plutôt solvante hein, que solvatrice, ça fait salvateur, solvante. En tout cas, voilà, l'eau en tant que solvant universel. C'est vraiment le solvant universel au cœur de nos cellules. Elle a cette puissance, tel un ciseau, d'isoler chacun des ions pour qu'on puisse en bénéficier et pour les rendre biodisponibles. Non seulement donc l'eau coupe ces ions, les isole, et la mise à disposition se fait par le fait que l'eau a cette intelligence de créer une forme hexagonale. Je fais ça, c'est-à-dire que c'est une molécule d'eau qui tient la main à une molécule d'eau, et ce sont 6 molécules d'eau qui vont se mettre autour du cation, autour, admettons, du sodium, là en l'occurrence, pour pouvoir le mettre à disposition. Déjà, l'isoler électriquement, et le mettre à disposition de l'organisme. Donc ça, c'est vraiment un rôle fondamental de l'eau dans la cellule. C'est cette fonction, encore une fois, de pouvoir mettre à disposition, de découper et de porter tout ce qui nous est vital. Encore une fois, ces cations sont vitaux pour notre organisme. Ensuite, j'ai commencé à le dire aussi tout à l'heure, c'est la présence incontournable de l'eau au niveau de la membrane cellulaire. Hein, la membrane cellulaire, c'est assez simple à modéliser. C'est une couche d'eau, une couche d'huile, une couche d'eau. Il y a la couche bilipidique, deux couches d'huile en quelque sorte, ça forme de l'huile, isolée par de l'eau à l'intérieur et de l'eau à l'extérieur. Donc là, l'eau a vraiment un rôle fondamental, structurel, au niveau de la membrane cellulaire, avec en plus cette intelligence, encore une fois, je dirais de plastique, de pouvoir s'organiser, et ça j'y viens juste après avec la 4e forme de l'eau, de pouvoir s'organiser de telle façon que l'eau, non seulement elle est constitutive de la membrane, mais elle va se faire réceptacle des choses et elle va pouvoir transmettre, j'ai du mal avec les voilà. Elle va pouvoir transmettre, je fais comme l'eau, je me faufile, mais voilà, elle va pouvoir réaliser tous les échanges, elle va pouvoir participer à tous les échanges de part et d'autre de la membrane, notamment l'échange informationnel, sur lequel je vais venir, mais qui est vraiment fondamental. Je vais juste te dire, ah oui, ici quand même, je vous ai dit, hein, tout organisme vivant est d'autant plus vivant qu'il est traversé par l'eau. 2 chiffres, je m'en souviens d'un tout de suite, le deuxième il va me revenir, mais le premier chiffre c'est nous sommes traversés en circuit fermé par l'eau. Un des chiffres qu'on connaît plus facilement, c'est le sang. Le sang, c'est 8000 litres par jour qui nous parcourent. D'accord, en circuit fermé. C'est déjà beaucoup, 8000 litres. On a calculé pour l'eau la quantité d'eau qui nous traverse de cellule en cellule en circuit fermé. Le chiffre, c'est 620 000 litres par jour. Quand on vous dit qu'il faut du mouvement, il faut renouveler l'eau du bocal, sinon on va être comme le poisson rouge au bout d'un moment. Non, mais voilà, c'est juste énorme, quoi. Alors, ce chiffre à l'esprit, de se dire 620 000 litres qu'il a, 8 000 litres, 200, oui, on se dit ok. Mais l'eau, c'est énorme. Et du coup, il y a même des scientifiques qui qui ont calculé, du coup, comme l'eau porte l'information, on va le voir, elle est vectrice de tout, mais notamment de l'information, on a pu calculer le nombre d'informations que ces 620 000 litres véhiculaient. Alors, je suis en train de me chercher, je ne voudrais pas vous donner, en termes d'échelle, c'est juste énorme. C'est, je pense, de l'ordre de 100 hexaoctets par seconde. Oui, je pense que c'est ça. La comparaison, parce que là j'ai un doute sur le chiffre, et puis, voilà, la comparaison, le débit Internet mondial. On peut calculer le débit Internet mondial par mois.
c'est quasi 300 exaoctets. Dans notre corps, c'est 100 par seconde. Vous vous rendez compte un peu? On a là le plus puissant des ordinateurs. D'ailleurs, c'est pour ça que les informaticiens s'intéressent à l'eau, parce qu'ils savent pertinemment qu'elle peut être très utile dans la gestion des informations. Voilà. Là, vous avez un ordinateur d'une puissance phénoménale. Bon, il y en a qui sont des génies qui ont réussi à calculer tout ça. Et la dernière chose pour la cellule, j'aimerais vous parler, c'est ce qu'on appelle le potentiel redox de la cellule. Ça, c'est Alexis Carrel, qui est un prix Nobel français, Alexis Carrel, prix Nobel français de physiologie et de médecine, qui disait que une cellule peut rester éternellement en bonne santé, il le disait comme ça, peut régénérer éternellement, peut rester éternellement en bonne santé si elle est bien hydratée, bien nourrie, c'est-à-dire si elle reçoit bien tous les apports en nutriments, en électrons, en hydrogène moléculaire, si elle est débarrassée de ses déchets. Et qu'est-ce qui réalise tous ces rôles? Enfin, en grande partie, qui participe à tous ces rôles? C'est l'eau. Donc là, il y a vraiment un rapport fondamental. J'ai visualisé, j'ai regardé une vidéo assez récemment de Miroslav Radman, j'étais en train de chercher son nom, qui est un chercheur en biologie. Et au terme de sa carrière, il résume quasiment toutes ses recherches à l'oxydation cellulaire. Il dit, c'est le sujet. Le jour où on réduit ce processus d'oxydation cellulaire, qui, encore une fois, aujourd'hui est majeur, le jour où on réduit ça, on se prédispose vraiment à ne pas être malade, ou au minimum, on se donne tous les moyens de bien lutter contre la maladie. Hein, c'est vraiment pour lui majeur, cette chose-là. Donc, encore une fois, plus on hydrate une cellule, plus on la nourrit, et plus on la nettoie de tout ce qui l'encrasse, voilà, elle fonctionne plein pot. Elle régénère pour lui, enfin selon Alexis Carrel, ce prix Nobel, elle régénère éternellement. Et il y a donc cette quatrième forme de l'eau qui fait que l'eau revient, je dirais, au cœur du vivant, au cœur de la culture scientifique. C'est ce regard supplémentaire qu'il faut porter sur l'eau à partir du moment où l'eau rencontre une structure, un support, qu'on dit hydrophile bien évidemment, il faut que le support aime l'eau. À ce moment-là, l'eau va s'organiser d'une façon donc, particulière, je vous ai dit, entre l'état liquide et l'état solide. C'est-à-dire que, moléculairement, en termes d'activité, l'activité moléculaire va diminuer un tout petit peu. C'est une eau qui est moins mobile, moins active moléculairement que l'eau liquide, et donc elle va se structurer un petit peu plus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle eau structurée. Cette quatrième forme de l'eau, il y a différents noms. Vous allez voir, interfaciale, structurée, morphogénique, quantique. Mais en tout cas, en termes de structure et d'activité, elle est donc entre l'eau liquide et l'eau solide. Donc je vous ai dit, une activité moléculaire qui ralentit et une structure qui s'organise, qui est une structure hexagonale en nid d'abeille. C'est-à-dire que l'eau va s'organiser. Voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne, de toute façon. Voilà, l'eau va s'organiser de cette façon-là, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle eau structurée. Va adopter cette forme hexagonale qui avait déjà été mise en lumière par Masaru Emoto. Vous avez certainement vu ses travaux sur la mémoire de l'eau, où il avait commencé à nous sensibiliser sur le fait que dès qu'on donne une information à l'eau, l'eau adopte cette épure, cette architecture hexagonale, et forme à chaque fois un cristal qui est superbe d'ailleurs. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres, chacun représentant une information en particulier. Donc Emoto avait déjà mis ça en lumière, mais là maintenant c'est vraiment les travaux de Gilles Berling, de Gerald Pollack, de Marc Henry. C'est vraiment ces gens-là qui nous sensibilisent à fond sur cette organisation particulière de l'eau dès qu'elle rencontre la matière, en quelque sorte. Cette eau-là, on l'a dit, O-E-Z. Pourquoi ? Ça veut dire en fait eau, zone d'exclusion. Elle a cette particularité supplémentaire d'exclure toute chose à l'intérieur.
entre guillemets, elle est vierge, si ce n'est qu'elle va être porteuse d'ions négatifs. Cette quatrième forme de l'eau, cette eau structurée, cette eau zone d'exclusion, je prends mon temps pour expliquer ça parce que culturellement, c'est pas forcément facile à transmettre, mais elle s'organise grâce à la lumière, avec la lumière. C'est en collaboration avec la lumière, avec les champs électromagnétiques, qu'elle prend forme. On s'est aperçu que plus on mettait de lumière sur cette zone-là, plus la zone s'élargissait. Donc on voit qu'il y a une interaction entre cette organisation de l'eau et la lumière. Et grâce à la lumière, par la lumière, l'eau, donc, cette zone-là va se polariser négativement. Si je devais continuer mon schéma, donc ici vous avez un support qui est hydrophile, de la matière, l'eau structurée qui vient donc au contact de cette structure, et ici le milieu intérieur cellulaire et autres. Grâce à la lumière, cette zone-là va s'électriser de façon négative, en contraste avec l'eau liquide ici qui va devenir positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau, à ce moment-là, est capable de transformer la lumière en courant électrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, vous avez une centrale électrique au cœur de chaque cellule. Aujourd'hui, les chercheurs se demandent si en fait le plus gros de notre énergie ne vient pas de là. Grâce à la lumière, il y a ce qu'on appelle ici une batterie à séparation de charges. Grâce à la lumière, vous avez des charges négatives là, une charge positive là, donc une différence de potentiel, ce qu'on appelle une différence de potentiel. Et donc là, vous avez la genèse d'une énergie vitale à vie, enfin, sans prendre rien d'autre, si ce n'est la lumière. Donc encore une fois, c'est grâce à cette collaboration de la lumière avec cette eau qui s'organise de cette façon-là, qu'on a naissance ici d'une batterie fondamentale, vitale. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie des témoignages des personnes qui boivent des eaux plutôt dynamisées, en tout cas vivantes, de dire « j'ai retrouvé l'énergie ». Donc ça, c'est la première particularité, le premier rôle de cette quatrième forme de l'eau. Hein, donc vous avez compris, elle s'organise de façon bien spécifique au contact de n'importe quelle matière, et ici se crée une batterie. Mais ce n'est pas tout. L'eau, dans la collaboration qu'elle a avec la lumière, en fait, à la fois elle reçoit la lumière, grâce à cette lumière s'organise tout ça, et grâce à cette réception de la lumière, en fait, l'eau, sous ce format-là, va réceptionner de l'information. Et c'est pour ça qu'on l'a dit morphogénique. La lumière arrive, l'information arrive, l'eau a cette faculté d'être récepteur d'information, elle peut stocker l'information, et elle peut restituer l'information à la matière qu'elle côtoie. Et ça, c'est vraiment fondamental, et pour moi, c'est même le premier rôle de l'eau, presque. Pourquoi? Parce que, on l'a dit morphogénique, c'est-à-dire qu'elle est capable de donner forme à, générer la forme, morphogénique. Tout à l'heure, je vous ai dit, on est un saupoudré de matière sur de l'eau et de l'information. On pourrait imaginer qu'à la Genèse, il y avait toutes les briques fondamentales en termes de matière, il y avait de l'eau, et à partir du moment où l'information informe cette nature d'eau-là, l'eau donne forme à la matière. Et ça, c'est vraiment une vision supplémentaire et vitale de l'eau. C'est ce rapport vital entre l'information, et là la boucle est bouclée, je vous ai dit que moi ma quête c'était voilà, se mettre en quête de l'information et tout faire pour réceptionner au mieux cette information. Là vous avez le récepteur de l'information, c'est l'eau structurée, la quatrième forme de l'eau, qui est capable de la recevoir, de la stocker et de la retransmettre. Ici, il y a une capacité de stockage d'informations énorme. Ça aussi, ça a été mesuré. Alors, je vais encore me rater sur les échelles, mais je vais vous donner un ordre de grandeur. C'est entre les pétales, les hexas, les machins, c'est juste phénoménal. Puis moi, c'est plutôt le principe qui m'intéresse plutôt que les chiffres. Mais en termes de stockage d'informations,
On a ramené ça ensuite à l'échelle de la cellule, parce qu'on est capable de calculer la surface de la cellule, le couche de molécules d'eau. Hein, et ensuite, on ramène ça à l'échelle de l'humain, du corps. Le corps a la possibilité de stocker l'équivalent de 17 siècles de visionnage Blu-ray. Waouh, ça fait un truc, c'est juste énorme. Je le dis comme ça parce que si je vous dis pétaoctet, machin, moi le premier ça me parle pas, mais on a besoin de comparaison. Mais c'est juste énorme, quoi. Là, vous avez la plus grande des bibliothèques, bien évidemment. C'est bien plus grand que tous les livres du monde réunis, hein. C'est quasiment le double. Bon voilà, en tout cas, tout ça pour dire qu'ici on a un lieu de mise en mémoire phénoménal, de stockage d'informations, mais aussi, encore une fois, à la fois il y a du stockage, mais il y a de la transmission en direct. Hein. Si je reçois l'information foie, mon foie est foie. Si je reçois l'information cellule, ma cellule est cellule. Si je reçois l'information mitochondrie, ma mitochondrie est mitochondrie. D'accord ? Il faut vraiment sentir cette relation permanente et vitale entre l'information et le vivant. Qu'est-ce que j'ai pas dit là-dessus? Parce que du coup, là je suis parti quand même. La localisation de structurer dans la cellule. Au contact de toute structure. Donc ça va être, je l'ai dit en première intention, ça va être déjà la membrane cellulaire. Donc il faut avoir vraiment à l'esprit qu'au niveau de la membrane cellulaire, l'eau est structurée, mais en fait elle alterne les deux. Elle a cette gymnastique, cette plasticité dont je vous ai parlé, de pouvoir être cohérente c'est elle est structurée, et incohérente, elle a lâché de l'information, elle est momentanément, mais ça va très vite, ça switch très vite, ça, ces deux états-là. Mais en fait, l'eau passe son temps donc à recevoir de l'information, la redonner, donc elle passe d'un état cohérent à incohérent, je m'organise, je me désorganise, je m'organise, je me désorganise. Donc ça, à la surface de la membrane cellulaire, mais en fait, c'est au contact de toute structure. Et notamment une des structures où elle a son rôle majeur et qui justifie aujourd'hui une science qui est l'épigénétique, c'est pour l'ADN. On a l'art de regarder l'ADN que par cette double hélice, mais en fait, structurellement, cette double hélice, si on parle de stockage d'informations, mais c'est très faible. C'est 1 gigaoctet, c'est que dalle. Structurellement. Mais par contre, parce que l'ADN baigne dans l'eau, là c'est énorme. Là, je vous l'ai dit, la mise en mémoire est juste énorme. Mais non seulement c'est énorme, mais maintenant vous avez compris que l'eau, elle est au contact de l'ADN, donc elle se structure. Elle reçoit l'information. Mais du coup, si j'ai une incidence sur cette information, j'ai une incidence sur l'ADN. Et c'est donc ce qui explique l'épigénétique. Pour les épigénéticiens, on a une possibilité de modifier notre ADN. Ça passe par ce processus-là, par un processus de réinformation. Par rapport à l'information lumière, comment, j'arrive pas à faire le lien, est-ce que vous avez quelque chose pour l'information lumière? Oui, alors en fait... Est-ce que la glande pinéale, est-ce que... Non, là c'est vraiment l'incidence. Oui, je caricature, enfin je réduis volontairement en mots. Alors dans la lumière, ce qui est en fait la longueur d'onde qui agit, je vous ai dit lumière, mais en fait c'est les infrarouges. Et les infrarouges, c'est la longueur d'onde qui porte l'information. Et qui pénètre, et c'est elle qui génère cette physiologie-là. Et après, dans le monde des informations, ça aussi, ça se décline en fait. Là. C'est pour ça qu'on parle des os, c'est parce qu'il y a différentes natures d'informations. Mais là, on va peut-être pas rentrer dans ce détail-là, parce que là, c'est... Moi, ce que je vous énonce là, c'est vraiment de retenir le principe. Hein, c'est que le vivant est sous-tendu par un programme, par une information, et que c'est vraiment l'eau qui s'organise de façon particulière pour la transmettre, pour la recevoir, la stocker et la transmettre. Hein, et c'est vraiment le rôle de la quatrième forme de l'eau. Je jette un coup d'œil. Alors du coup, oui, quand même, chose fondamentale, au regard de tout ça, ben vous voyez que l'eau, ça n'est pas qu'H2O, loin de là. L'eau, c'est H2O. Ce sont des ions. Il faut du gaz, oxygène et hydrogène. Et dans la modélisation que je viens de vous présenter, vous voyez que l'eau est en dialogue permanent, j'ai dit avec l'information, donc avec le vide quantique, avec les champs électromagnétiques, autant de choses qui participent à l'information. Donc on va dire plus le vide, c'est un D. On pourrait dire plus la lumière, plus les photons,
plus champ électromagnétique. EM. Donc voilà, l'eau c'est tout ça. L'eau c'est tout ça. Plus une dernière chose dont je n'ai pas parlé, qui s'appelle le domaine de cohérence. Plus le domaine de cohérence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau, la molécule d'eau, elle n'agit pas toute seule. L'eau, dès qu'elle reçoit un photon, elle informe tout de suite 10 millions de molécules d'eau d'un coup, par synchronisation. Donc il faut avoir à l'esprit que c'est par petits paquets. Le domaine de cohérence, c'est ça. C'est 10 millions de molécules d'eau qui se synchronisent, et c'est sous ce format-là que l'eau réceptionne l'information et la transmet. Faut avoir... Pour vous donner une image du domaine de cohérence dans la nature, c'est quand vous voyez ces nuées des tourneaux. Vous avez déjà vu ces images? Vous avez, je sais pas, 200-300 oiseaux et qui font qu'un. Ça donne des formes superbes d'ailleurs, hein, ça donne des vidéos superbes. Ils ne font qu'un. Ben là c'est pareil, c'est 10 millions de molécules qui ne font qu'une entité, qui agissent comme une, selon le principe de synchronisation, à des vitesses phénoménales. L'expérience, pour vous expliquer ce qu'est une synchronisation, c'est l'expérience des métronomes, la synchronisation des métronomes. Je ne sais pas si vous avez vu ça en vidéo, c'est une expérience étonnante. Vous prenez, admettons, une trentaine de métronomes, vous lancez les bras de façon anarchique, et parce qu'elle est sur le même support, hein, vraiment, ils vont se synchroniser tout seuls. Et les bras vont tous se mettre à balancer. Elle est étonnante, cette expérience. Ben, l'eau, c'est ça, mais bon, à une vitesse impressionnante. D'ailleurs, dans le système des métronomes, ben, le moindre vilain petit canard, non, il rentre dans le rang. Je dis ça, toute ressemblance avec toute actualité, de la nécessité de garder son libre arbitre et de temps en temps de rester le vilain petit canard. Hein. C'est notre responsabilité. Bon là, j'ai glissé, mais bon, je suis au pays de l'eau, c'est normal. Mais ça, c'est physiologiquement, par contre, ça a son rôle. Physiologiquement, ce principe de synchronicité de synchronisation, pardon, a son rôle. Donc, à la surface de la membrane cellulaire, par exemple, ben, il faut vous imaginer que c'est 10 millions de molécules qui chopent une information, qui la lâchent, qui chopent une information, qui la lâchent. Par paquet de 10 millions. 10 millions, on se dit, c'est énorme, ça doit couvrir toute la cellule. Non, une cellule vivante, vous savez combien ça contient de molécules d'eau? Environ 22 milliards. Donc, vous voyez, des petits paquets de 10 millions. Et l'image que j'aime prendre aussi, parce qu'on a besoin pour le mental d'avoir des images, parce qu'on est vraiment... Là, on est dans le flou, là. Mais pour voir ce côté cohérent-incohérent de ces 10 millions de molécules à la surface de la membrane cellulaire, c'est ces images qui ont lieu lors des cérémonies d'ouverture, des JO ou des choses comme ça, où vous avez sur les terrains de foot quelques centaines de personnes qui sont capables de réaliser des tableaux, et par paquet de 100 ou de 50, ils changent. Touc, touc, et vous voyez un tableau apparaître, une tête apparaître, les formes changent. Ben voilà, vous pouvez imaginer qu'à la surface de notre cellule, c'est ça. Hein, c'est la cellule qui change le paysage à chaque instant, à chaque réception d'information. Je vous ai certainement pas tout dit ce que je voulais dire, mais j'en ai déjà dit. En tout cas, vous voyez vraiment là que, moi j'aime dire notamment, l'eau, c'est le chaînon manquant de la santé et de la spiritualité. Et quand on la retrouve, la boucle est bouclée. Mais notamment dans cette vision-là de la quatrième forme de l'eau, où elle est capable de recevoir l'esprit, elle est capable de recevoir la conscience, elle est vectrice de la conscience. Vous y mettez les mots qui vous vont bien, mais encore une fois, aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'eau sans parler de conscience, on ne peut pas parler de la conscience sans parler de l'eau. Pour moi, l'eau, ça serait l'élément qui serait capable de réconcilier la science et la tradition. J'ai commencé par la tradition pour finir par la science, mais qui nous ramène à la tradition où là, les anciens savaient déjà que l'eau portait les esprits et l'information. Peut-être que l'eau pourrait être le moyen à l'homme, donner les moyens à l'homme, de se réconcilier avec cette tripartition que sont le corps, l'âme et l'esprit. Et puis je pourrais finir là-dessus. Wow.
Voilà, merci de votre attention. Merci infiniment, Olivier. Franchement, l'émotion est là, donc ça veut dire qu'on est bien hydraté si l'information passe. Oui, il faut que l'information passe. Soyons hydratés. Voilà, merci infiniment. Pour la poésie, l'information, le voyage. J'espère. Ah ouais. Merci de m'avoir accueilli en tout cas à travers ça, parce que moi c'était une première de faire. Donc voilà. Bah, la première d'une longue série. Pour ceux qui ont un petit peu de temps, qui ont envie de discuter avec les différentes personnes ici, bien sympathiques, on va boire un verre ensemble, voilà, on va échanger. Et madame, vous avez une question ? Je me posais une question qui pourrait intéresser peut-être tout le monde. Comment peut-on être sûr de voir une eau vivante? Parce qu'en fait, on regarde tout. De l'eau morte, en fait, voilà. Ben, on regarde tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire que vous avez vu que, non, mais en tout cas, les critères, c'est la liberté moléculaire, le mouvement, au minimum dynamisé. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces systèmes de dynamisation. Vous vous doutez bien qu'il fallait réveiller l'eau, pour ne pas dire la réanimer aujourd'hui, parce que là, plus on avance dans le temps, plus voilà. Porteuse de charge électrique et d'électrons. Hydrogénée. L'hydrogène est fondamental, en tout cas la présence de gaz est fondamentale. Non seulement ça, ce sont les caractéristiques de l'eau pour qu'elle remplisse tous ses rôles ici-bas, là, dans notre corps, mais ce sont les caractéristiques de l'eau si vous voulez informer l'eau. Parce qu'il y a ça aussi, j'en ai pas fait allusion, mais c'est... Alors c'est bizarre, je serais tenté de dire c'est l'avenir, or on en revient, c'est-à-dire que c'est la base de l'homéopathie. Et pourtant, on l'a sucré pour l'instant, enfin on l'a... On y reviendra, et surtout si, à la limite, faites-vous vos remèdes. À partir du moment où vous réunissez ces conditions-là, là, vous avez les conditions idéales pour informer l'eau. Et faire de l'eau, ben voilà, un superbe remède. S'il n'y a plus de questions, et puis vous pouvez continuer à échanger, voilà, on va se retrouver autour de jus de pomme fabriqué par Gérard à la source de Tournord, de jus de raisin fermenté, et puis voilà, de quelques amuse-gueules, mais en tout cas, voilà, si vous avez du temps, vous êtes les bienvenus, tout autant que vous êtes, on continue un tout petit peu la soirée. Et vous pouvez encore applaudir, s'il vous plaît.